Bienvenue à Virage. Nous vous avons préparé une émission fort chargée aujourd'hui et ça démarre immédiatement. Restez avec nous. Virage Auto est propulsé par IA Assurance Auto et Habitation. Bienvenue à Virage. Merci beaucoup d'être avec nous d'entrée de jeu. Je veux vous remercier pour la semaine dernière, la semaine du Salon de l'Auto. Vous nous avez parlé, vous nous avez donné de bons commentaires, alors je tenais vraiment à vous remercier. Toujours le fun de discuter avec vous. De vrais connaisseurs automobiles, c'était fort agréable. Aujourd'hui à l'émission, nous avons en studio l'Acura MDX version type S. On va aussi s'adresser avec les gens du CA Québec parce qu'on a fait une étude vraiment très exhaustive concernant la recharge et l'autonomie des véhicules électriques en hiver. Donc, on va vous présenter ça dans un premier bloc. On va regarder justement l'autonomie et ensuite la recharge des véhicules. Comment c'est affecté l'hiver? C'est quoi les vrais chiffres? Alors, du côté du CA Québec, on va nous donner de belles informations. On a profité aussi du Salon de l'Auto et de notre présence là-bas pour faire les nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard au Salon de l'Auto de Québec encore. Alors, on va aller rejoindre Marc aussi un petit peu plus tard. On va bien sûr répondre à vos questions à la fin de l'émission. Salut Jacques. Salut Daniel. Comment ça va? Ça va bien, merci. Ouais. On a survécu. On a survécu, Jacques. Ouais. Et on a tellement eu de bons commentaires de la part des gens. C'est encore une fois très apprécié. C'est ça qui nous donne le gaz qu'il faut pour continuer assez souvent. Hein? Ben oui, c'est le fun de discuter avec les gens. Ouais. Jacques, d'entrée de jeu, nous avons ici le Acura MDX sport utilitaire. Jadis, toute seule sur son île, le MDX. Donc, un sport utilitaire intermédiaire, de bonne dimension, à caractère sportif, parce que c'est probablement, ça a été pendant des années le sport utilitaire le plus agréable à conduire. Il l'est encore, mais la concurrence s'est immiscée. Là. Mercedes ont fait des versions AMG Sport, BMW ont fait des versions Sport, Lexus également. Donc, il y a de la concurrence, mais il reste que si on regarde que le MDX, c'est un sport utilitaire. C'est une voiture de course déguisée en sport utilitaire. On disait ça de Porsche, que c'était le contraire. Porsche fabriquait des voitures de course et qu'on pouvait les mettre sur la route. Dans ce cas-là, c'est vraiment ça qui se passe. L'Acura MDX, comme tu dis, S 2025, Ultra. Ultra. Parce qu'il y a l'autre modèle juste avant, qui est la type S, qui est aussi drôlement intéressant. Mais ça, c'est le modèle de haut de gamme, le plus haut de gamme qui peut exister. Le prix est plus haut aussi. Un peu, légèrement. 94 000 pour le véhicule. Alors, je pense qu'il s'ajuste au niveau des prix, au niveau de la compétition. Qu'est-ce qui se fait au niveau de compétition? On est autour de ce prix-là. Nous autres aussi, on est capable de fabriquer quelque chose qui va avoir autant d'attrait et on va être capable de compétitionner et de rouler avec eux. Drôlement intéressant, le véhicule qu'on a ici. Il s'est construit dans l'Ohio, à East Liberty, aux États-Unis. On sait qu'il s'en est vendu au Québec en 2023, 652. C'est pas un gros nombre, mais c'est quand même plus impressionnant que je pensais. Au Canada, 3842 qui s'est vendu. Alors, c'est pas un véhicule à gros volume, mais il y a une place pour ces types de véhicules-là. Et il y a des acheteurs. À ma grande surprise, lorsqu'on parle au Salon de l'Auto, qu'on a parlé avec les représentants, on a parlé avec les propriétaires et concessionnaires, ce qu'ils ont vendu dernièrement, c'est des véhicules dispendieux. Parce que ceux qui ne sont pas capables d'aller là, mais ceux-là se retiennent un petit peu plus, parce qu'il y a une gêne. Il y a toujours une limite de dépenser notre argent pour aller chercher des véhicules à 60, 65, 70 000 $. On ne fait plus attention. Alors, la Cura que l'on a ici est équipée d'un moteur V6, 3 litres, double turbo. Il faut dire une chose en passant pour les turbos. Là, antérieurement, on avait peur de ça, des turbos, parce que c'était mal lubrifié. Il n'y avait pas de système d'huile qui passait au travers, de refroidissement, etc. Maintenant, on n'entend plus parler de ça. On n'entend plus parler de ça parce que c'est justement bien fait
et il y a des chevaux vapeur qui sortent autour de ça, 355 chevaux. C'est accouplé à une boîte automatique 10 vitesses. Elle fait un travail, mon ami, 10 vitesses. Ça passe dans le beurre. Ça glisse là-dedans, c'est extraordinaire. Elle exploite les forces du moteur parce que c'est peut-être à quelque part un peu son défaut comparativement à la compétition, parce que la compétition, pour les véhicules à peu près le même prix, vont être bien au-delà du 400 chevaux. Donc, mais ça me dérange pas parce que c'est bien balancé dans le MDX. La transmission, le moteur et le poids du véhicule, tout ça est bien balancé, puis on peut avoir beaucoup de plaisir et un petit peu d'économie de carburant au passage. Bon, on prendra ce qui restera de tout ça, mais ça a donné le petit bout que j'ai pu les conduire dans l'hiver avec nos conditions qu'on a. C'est pas vraiment facile de conduire un véhicule puis aller voir qu'est-ce que ça donnait. Moi, ça me donnait autour de 13 litres au 100. Puis quand je regardais dans l'ordinateur, il y avait du 15 litres au 100. Alors, ça roule à peu près à ça parce qu'on est en hiver, dans des conditions extrêmement froides. Rouler dans la neige, dans la gadoue, etc., bien, c'est plus tirant. Puis ça mange un peu plus ça consomme davantage, le gars. Chose certaine, le véhicule qu'on a ici est monté sur du 21 pouces. Il existe du 20 pouces ou du 21 pouces. Ça fait des belles roues, ça fait des bons pneus. Ce qui m'a impressionné de ce véhicule-là, au niveau de la qualité de l'assemblage, au niveau de la finition intérieure, au niveau de l'insonorité. Daniel, on a mis du feutre sur les fausses ailes en arrière là, de roues pour empêcher le bruit de la route de rentrer dans l'habitacle. On a feutré l'intérieur des portes arrière aussi, justement pour le rendre très silencieux. Et c'est un véhicule silencieux. Tu fermes les portes, par ça, c'est comme un véhicule de luxe de belle construction. Alors ça, j'ai aimé ça. C'est un véhicule qui a un remorquage de 5000 livres, pour les gens qui ont besoin de remorquer. C'est un véhicule qui a un rangement aussi en dessous du plancher. Le plancher est d'une certaine hauteur. C'est un plancher qui a du rangement. Les sièges qui se basculent bien pour pouvoir donner plus d'espace pour charger. Quand on arrive pour s'asseoir en avant, on a des très bons sièges avec une très bonne retenue et qui a énormément d'ajustements au niveau des sièges. Je pense que c'est 16 ajustements, 16 positions, qui fait que tu vas trouver vraiment la position que tu as besoin de toi pour ta conduite. En dehors de ça, système de son, là, comment il l'appelle? Olufsen. N'en veux-tu des haut-parleurs? 31 haut-parleurs à part des caissons de grave qu'ils ont mis là-dedans. Alors, il y a de la musique, croyez-moi qu'il y a de la musique là-dedans. Il y a de la musique qui sort de là, il y a du beau son. J'ai trouvé que c'est un véhicule qui vire plat dans les virages. Tu sais, souvent, on conduit un véhicule, tu le pousses une petite affaire en virage, on se sent bien déporté, puis on sent que la carrosserie a tendance à tanguer. Mais lui, ça tourne plat. Et si tu veux freiner, regarde la dimension des disques qu'il y a après cette voiture-là, tu pèses là-dessus, ça arrête là. J'aime ça, un véhicule construit semblable. Alors, traction impressionnante, parce qu'on prenait de la neige, etc. Une traction, mon ami, incroyable, parce qu'ils ont un système de traction, eux autres Acura, depuis des années, qui est le H, je sais pas trop quoi, là, mais qui fait que ça donne vraiment une superbe de passage de vitesse. L'équipement qu'il y a de monter à bord du véhicule, bien, nommez-les. Tous les systèmes d'aide à la conduite qui peuvent exister sont à bord de ce véhicule-là. Quelqu'un qui va avoir un véhicule là, pour se promener, de bonne dimension, spacieux, confortable, bien, moi, je dois te dire qu'on va vers ça. Le prix est élevé. Ça commence à 70 000, donc on n'est pas obligé de payer 90 000 pour le véhicule parce que le modèle de base arrive avec le 3.5 qui est éprouvé depuis des années. Mais ce qu'on remarque, surtout avec les types S, c'est le côté sportif du véhicule. Donc, tu as un sport utilitaire, mais tu vas avoir du plaisir de conduire ton véhicule. Tu vas avoir de la tenue de route, tu prends les courbes, comme tu as dit, le système intégral fait tout un travail. Oui. Alors, eux autres sont vraiment blindés. C'est une voiture sport dans un sport utilitaire. Puis amusez-vous, l'intérieur est superbe, la position de conduite, le volant. Puis tu parlais des courbes que tu prends à plat. Tu sens pas ton centre de gravité qui se déplace. Moi, j'apprécie vraiment le MDX. Si vous voulez une voiture sportive en sport utilitaire, c'est le véhicule. Je me souviens de l'époque où on parlait, tu sais, la calandre avant, comment c'était désagréable, etc. Ils se sont cherchés longtemps au niveau du design. Comme tu dis, ils se sont cherchés, mais là, ils sont arrivés à un design
qui est super agréable à regarder. Chic et de bon goût. Absolument. Et ceux qui ne veulent pas payer 93 900 quelque chose, bien, il y a l'autre modèle de base qui va t'emmener tout Puis la qualité de la peinture. Qualité de la peinture, vraiment, là, on voit que c'est un haut de gamme. Puis décoration. On y fait attention. Ouais. Super. Parce qu'on a fait le saut, là. Dépasser 90 000 pour accurer un DX, on n'a pas vu ça, là. Mais c'est le temps d'acheter, quasiment. C'est le temps d'acheter, là. Tu vas pas me dire qu'il va péter le 100 000, là. On ne sait pas ce qui va se passer. Je ne sais pas. Merci, Jacques. Plaisir. Alors, voilà, au retour, on s'en va du côté du CA Québec où on parle de tests hivernales concernant la conduite des véhicules électriques. Car Expert, l'expert carrossier, vous a présenté cet essai routier. Car Expert à la fine pointe de la carrosserie. Je suis présentement avec Jessie Caron, CA Québec. Salut, Jessie. Salut, Daniel. Ça va bien? Ça va bien, toi? Bien oui, bien content de te recevoir aujourd'hui à Virage parce qu'on a plusieurs choses à discuter. En 2 temps, vous avez fait des tests concernant l'autonomie des véhicules électriques et aussi de la recharge. Dans un premier temps, on va parler de l'autonomie et de vos tests, puis dans un deuxième temps, on va parler de la recharge parce que c'est des points très importants. Puis je suis content que vous ayez fait ces tests-là parce que vous venez confirmer ou infirmer des faits que des fois, il ne faut pas toujours se fier à l'industrie automobile. Parle-moi un peu de l'idée derrière ce test que vous avez fait. On entend souvent parler que les véhicules électriques perdent 40-50 d'autonomie l'hiver. T'en essayes, j'en essaye dans le cadre de nos activités. On le sait qu'il y a une perte d'autonomie, mais difficile à chiffrer cette perte-là de manière objective, le plus rigoureusement possible. Alors, c'est avec cette mission-là qu'on est parti. C'est l'idée de base que notre vice-président automobile a vu en Norvège. Hein. Il est allé lui visiter le club automobile, si on veut, de la Norvège. Puis eux, ça fait au moins 4-5 ans qu'ils font ça avec un éventail de véhicules. On sait que la Norvège, c'est vraiment le Saint Graal des véhicules électriques. Hein? Tout le monde en achète là-bas. Donc, il est revenu ici puis il a dit, il faut qu'on fasse ça. Alors, on est parti avec cette idée-là de vraiment de prendre le plus de véhicules possible puis de les conduire dans des conditions vraiment très, très rigoureuses, comme je le disais, donc pour évaluer... Conduite en hiver. En hiver. Ça, c'est bien important. Bien conduite en hiver, parce que même l'été, lorsqu'on fait nos tests, on n'arrive pas vraiment aux chiffres qu'on est mentionnés. Ouais. L'hiver, c'est encore pire, on a des mauvaises surprises. Donc ça, vous vous êtes basé sur cette idée-là à partir de la Norvège. C'est ça, exactement. C'est l'hiver, c'est important de le mentionner, c'est sûr. On l'a pris pour acquis parce qu'on vient de le faire en début février, mais c'était un test hivernal, effectivement. Donc, on est parti avec 14 véhicules d'Ottawa et on s'est rendu jusqu'à Mont-Tremblant. On avait des véhicules qui étaient chargés à 100 le matin, tous partis à la même température. On a contrôlé jusqu'à le chauffage dans l'habitacle. On avait des gens qui conduisaient, mais on disait 21 degrés avec une ventilation moyenne. On fait attention, on ne met pas les sièges chauffants, on ne met pas le volant chauffant, même si c'est des bons trucs à utiliser. Mais là, on voulait avoir les conditions les plus égales possibles. Non. Vos chauffeurs ont le moins de confort possible, c'est ça, je comprends. C'est ça. Bien là, ils ont eu chaud peut-être à la fin de l'essai, fait qu'ils n'avaient pas besoin des sièges chauffants. Je vais t'expliquer pourquoi. OK. Mais ils sont partis, donc, et puis on leur a demandé de respecter les limites de vitesse et de rouler jusqu'à temps que la batterie s'épuise. OK. Bon, on a été quand même bons joueurs, hein? On leur a laissé prendre un café, puis on les a laissés dîner. Puis après ça, jusqu'après l'étape du lunch, en fait, on mesurait là, à chaque étape combien de kilomètres étaient parcourus, de combien l'autonomie avait diminué, le pourcentage de la batterie. On prenait tout ça en note à chaque arrêt et puis à chaque 50 kilomètres également. Donc, les 14 véhicules étaient dans le même environnement, exact. Au même moment, dans les mêmes conditions. Donc, pas de favori pour une marque ou une autre marque. Ça ressemblait à quoi comme température, Jesse? Il faisait moins 8, moins 9 degrés quand on est parti d'Ottawa. Température moyenne hivernale. Une belle journée d'hiver, pas un moins 35, puis pas un 5 degrés non plus. Fait qu'une belle journée d'hiver. Et rendu à Mont-Tremblant, on était à moins 11, moins 12 degrés. Donc, effectivement, c'est ce qu'on peut attendre là, avec les véhicules électriques qu'on voulait vérifier. Et là, à partir du restaurant,
On s'est mis à entendre, on avait une application, une espèce d'application de walkie-talkie avec nos téléphones, qu'on entendait tout le monde faire les appels d'urgence, parce que là, à un moment donné, on leur a demandé aux journalistes et aux personnes qui conduisaient les véhicules de se rendre jusqu'à 0 km. OK. Donc, on voulait que les véhicules soient complètement à sec. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et puis là, bien, évidemment, il y en a qui sont morts avant de se rendre jusqu'à Mont-Tremblant. Puis là, mort, c'est une expression, évidemment, parce qu'il y a des gens qui n'aimeront pas entendre ça. Les batteries se sont épuisées avant d'arriver à Tremblant. Puis il y en a d'autres qui ont dû faire une boucle. Rendu à Tremblant, il restait encore de l'autonomie. Parce qu'il faut dire qu'on avait des véhicules d'un très large éventail. On avait des petits véhicules, des petits VUS compacts comme un Chevrolet Equinox, un Toyota BZ4X, on avait un Honda Prologue, par exemple. Mais on avait aussi un Chevrolet Silverado EV, puis on avait un Ford F-150 Lightning également. Donc, des véhicules, surtout le Silverado, qui peuvent avoir une plus longue autonomie. Alors, bien évidemment, il fallait se rendre un petit peu plus loin avec ces modèles-là pour savoir ce qui allait se passer. Et comme de fait, un des premiers véhicules qui nous a quittés, si on veut, il est resté là, puis le conducteur aussi, mais dont la batterie s'est épuisée, c'est le Toyota BZ4X, parce que c'est un véhicule qui a une autonomie un petit peu plus courte. Véhicule qui avait été fourni par Toyota Canada. Ils voulaient savoir jusqu'où on pouvait aller avec ça. Donc, ils ont été très bons joueurs de nous fournir ce véhicule-là, en sachant que peut-être la batterie a moins d'autonomie au départ que les autres. Et c'est le choix de Toyota. Bien, exactement. Puis on l'a conduit comme les autres, puis c'est à ça qu'on est arrivé. Et puis ensuite, bien, celui qui en a parcouru le plus, sans surprise, c'est le Silverado. Même si on n'est pas parti avec celui-là à 100 %, c'est une des exceptions qu'on a faites, parce que la batterie est tellement grosse qu'on n'a pas pu la charger jusqu'à 100 %. On n'a pas eu le temps avant de partir. Mais quand même, on a fait nos règles de 3, nos conversions, et on a quand même pu savoir que non seulement il a parcouru le plus de distance, mais c'est aussi celui qui a perdu le moins d'autonomie par rapport à la cote officielle de Ressources naturelles Canada. Puis c'est un peu ça qu'on voulait aller chercher aussi comme données. C'est quoi la perte réelle pour des véhicules essayés dans des conditions similaires la même journée? Par exemple, je ne sais pas si je te prends par surprise et si tu l'as en mémoire, mais comme le BZ4X, ça a parcouru combien de kilomètres? Est-ce que vous avez tous ces chiffres-là précis qu'on peut voir sur un tableau, par exemple? Oui, exactement. Donc, qu'on peut consulter sur votre site, oui? Sur le site Web, il y a un tableau aussi qui le va BZ4X, c'était combien? On était autour, si ma mémoire est bonne, de 255 kilomètres de parcouru. Donc, un véhicule qui a perdu... C'est pas celui qui a perdu le plus d'autonomie par rapport à la cote officielle, mais c'est celui qui a roulé le moins longtemps parce que l'autonomie était plus courte au départ. La pire perte d'autonomie, c'est le Volvo XC40 Recharge, qui s'appelle maintenant EX40. Là. On avait un modèle 2024 qui a perdu 39 % de son autonomie. Et paradoxalement, bien, le Polestar, la Polestar 2 qu'on avait, en a perdu très peu. Donc, c'est un cousin. C'est un cousin, exactement. Donc, est-ce qu'il est arrivé quelque chose? Est-ce que dans le chauffage, bon, il y a eu des petites anomalies, des choses que... Mais pour nous, en tout cas, ça a été noté de façon assez similaire. Et sinon, bien, on peut parler d'une perte d'autonomie, je te dirais, là, de 20-25 % dans la plupart des véhicules. Par exemple, le ID4, 20 % l'Ioniq 5, 25 % l'Equinox EV, ça, c'est drôle parce qu'on sait que c'est la batterie... très populaire, lui. Oui, bien, il y en a partout. Hein. Puis c'est la batterie Ultium, la même technologie de batterie que dans le Silverado, mais beaucoup plus petite, bien sûr. Silverado a perdu 14 % par rapport à la cote officielle de Ressources naturelles Canada et l'Equinox, 34 %. Oh. Donc là, ça nous a un petit peu surpris, mais ça vient rejoindre certaines évaluations qu'on avait faites, nous, dans le cadre de nos essais routiers qu'on diffuse sur notre site Web. On avait vu que l'autonomie de ce véhicule-là baisse rapidement parce qu'elle est affichée au maximum. Donc ça, c'est une autre affaire qu'il faut aborder. Dans le tableau de bord, il y a la cote officielle de Ressources naturelles Canada, mais il y a aussi ce qu'on voit dans le tableau de bord avant de partir. Et ça, d'habitude, ça s'ajuste selon les conditions de conduite, selon la température. C'est une estimation de ce qu'on pourrait parcourir. Mais des véhicules comme l'Equinox affichent toujours le maximum, et là, donc, ça dégringole plus vite quand il fait froid. C'est trop optimiste. Oui, tandis que les Kia EV9 et Kia EV6 aussi qu'on avait durant notre pas le EV6, mais le Niro EV qu'on avait durant notre test,
eux, ils affichent vraiment quelque chose de très, très fidèle à la réalité. Donc, on a parcouru avec le V9 99 de ce qui était affiché au tableau de bord. Donc, oui, c'est moins que la cote officielle, mais au moins, ça veut dire que quand on part le matin, qu'on a un chiffre d'affiché, on a le vrai chiffre. On peut s'y fier. En terminant sur l'autonomie, est-ce qu'on peut dire qu'en moyenne, c'est quoi? C'est 25 de perte à peu près autour de moins 8 à moins 10 degrés? Ça peut ressembler à ça. Donc, à moins 20, on peut parler de 50 si on fait une règle de 3, grosso modo? On peut pas faire ça aussi facilement que ça, malheureusement. Ça va dépendre toujours de la condition. Si on va refaire des tests par grand froid. Oui. Si on préconditionne la batterie aussi, puis si on utilise le préchauffage de l'habitacle, ça va diminuer aussi le phénomène de perte d'autonomie, bien sûr. Donc, ce qu'on espère vraiment, c'est qu'un jour, il y aura des cotes officielles pour l'hiver qui seront affichées, mais on n'est pas rendu là. On n'est pas rendu là encore. Il y a l'autonomie, mais il y a aussi la recharge, Jesse, qui est très importante lorsqu'on fait le choix d'un véhicule électrique. Alors, on fait une pause, si tu permets, puis au retour de la pause, on regarde justement le temps de recharge. Avec plaisir. On s'arrête à Virage, on va vite. Nous sommes de retour toujours avec Jesse Caron, CA Québec. Jesse, on va s'occuper maintenant de la recharge des véhicules parce que dans l'équation de l'achat d'un véhicule électrique, lorsqu'on le conduit en hiver, la recharge, c'est vraiment important. On a vu, évidemment, l'autonomie est affectée par les conditions hivernales, mais qu'est-ce qu'il y en est de la recharge? Bien, la recharge aussi, ça va évidemment, le froid va venir parfois ralentir la recharge des véhicules. Mais quand on parcourt un long trajet, oui, on aura peut-être moins d'autonomie, mais on veut quand même se rendre à destination. On va peut-être avoir plus d'arrêts à prévoir, mais combien longs seront ces arrêts-là? Combien de temps ça va prendre? Et aussi, est-ce qu'on aura besoin de partir à la recherche de bornes particulières, tout ça? Donc là, on est parti avec nos 14 véhicules qu'on avait déchargés jusqu'à zéro la veille. Et là, grâce à CAFU, qui avait des camions de recharge mobile... Juste avant, je me permets de t'interrompre. Une fois rendu à zéro, est-ce qu'on arrête à zéro? Est-ce que ça meurt avant zéro? Est-ce que ça continue un petit peu? On a une réserve comme à l'essence où on a un petit gap où on peut faire encore quelques kilométrages? C'est une excellente question. Effectivement, il y a des véhicules. Il y a 5 de nos véhicules qui ont parcouru. En fait, quand le zéro est apparu, ça s'est arrêté là. Okay. Le Lightning, par exemple, c'est ce qui s'est produit avec celui-là. Le V9 aussi, si ma mémoire est bonne. Mais on en a d'autres qui ont dépassé, et pas à peu près, là, le 0 km, 28 km de plus parcourus avec le Silverado. Donc, la personne qui était au volant, qui était encore en train de conduire pendant que les autres s'en allaient souper, n'avait pas encore fini parce qu'il y a eu un 28 km de plus. C'est bon. Donc, effectivement, ça, c'est quelque chose qu'on a pu découvrir. Puis aussi la manière aussi, pas juste le kilométrage de plus, mais qu'est-ce qui se passe quand on arrive près de zéro? Il y a des véhicules qui avertissent longtemps d'avance, qui vont répéter l'avertissement plusieurs fois, une tortue qui apparaît dans le tableau de bord, une puissance qui est limitée, puis on a des chauffeurs-chauffeuses qui nous disaient vraiment, là, dans la côte, on était dans les Laurentides, hein, fait qu'il y avait de la côte un peu, puis là, les véhicules devenaient plus difficiles à conduire. Mais il y a de l'avertissement. Donc, on a... C'est pas une surprise. Non, c'est pas du tout une surprise. Donc là, on les a amenés à zéro. On les a rechargés jusqu'à peu près 20-25 pour le lendemain matin, partir justement faire un test de recharge. Mais encore une fois, CA Québec, CA, parce que c'est un événement pan-canadien. Donc, il y avait tous les clubs de CA qui étaient représentés aussi. Donc, on voulait avoir les conditions le plus égales possible. Il faisait ce matin-là un beau gros moins 20 degrés. Là. Okay. On était à Tremblant, puis on avait un vrai froid, facteur vent, tout ça. Mais le vent n'affecte pas les véhicules, mais affecte les gens qui sont là autour. C'est ça. Donc, on est parti avec les véhicules, puis on s'est arrangé pour les conduire jusqu'à ce que l'autonomie baisse à 10 On se tenait proche des bornes de recharge, des bornes d'Electrify Canada. Donc, les bornes à 350 kW, on sait très bien que plusieurs des véhicules qu'on avait ne sont pas capables de canaliser autant de puissance, mais on voulait donner la chance à ceux qui ont des chargeurs plus puissants de pouvoir aller tirer le maximum de la borne. Donc, on les a descendus à 10
Et à tour de rôle, donc, quand il était rendu à 10 un groupe de 4 véhicules, parce qu'on avait 4 bornes à notre disposition, là, on les branchait à partir de 10 Nos valeureux soldats et soldates sortaient leur carnet de notes, leur crayon, et notaient à chaque 10 on avait repris le nombre de kilomètres. combien de kilomètres, puis on avait repris combien de kilowatts aussi. Puis à travers de ça, une fois que chaque véhicule atteignait 20 on partait un chronomètre de 15 minutes pour savoir on allait récupérer combien de kilomètres dans ces 15 minutes-là. Okay. Évidemment, la recharge d'un véhicule électrique, c'est pas égal. Hein? Donc, quand on part à 10, ça se peut que ça parte un peu plus lentement. Puis là, on atteint une espèce de pic dans la courbe, puis là, ça va charger au maximum que le véhicule est capable de prendre. Puis quand la batterie arrive à 80 ou proche de 80, normalement, ça va ralentir. Puis on protège la batterie comme ça. Tout à fait. On ne veut pas la faire surchauffer. Donc, le premier 15 minutes, on ne peut pas faire, x4, je vais récupérer ce kilométrage-là à 1 heure. On ne peut pas faire une règle aussi simple que ça, mais ça donne une bonne idée quand même. Et là, on a eu des belles surprises, puis des moins bonnes surprises aussi. Donc, on a des véhicules comme la Tesla Model 3 ou le Silverado qui ont été capables d'aller rechercher 199 et même 205 km en 15 minutes. 15 minutes, ça, c'est quand même appréciable. Oui, là, on parle vraiment d'une recharge à très haut débit. Ouais. Le Silverado a été chercher du 233 kW de puissance. Ça, c'est vraiment, là, à moins 15, moins 20 degrés. C'est assez exceptionnel. C'est un champion de toute catégorie, lui, là. Oui, c'est un champion du poids aussi. Il faut en avoir besoin. Il faut être capable de le payer. C'est gros. Mais c'est ça. Mais effectivement, il y a du beau travail qui a été fait là. Puis, à l'autre extrême, on a des modèles qui ont été capables d'aller chercher seulement 35 puis 19 km pendant le 15 minutes. 19, ça, c'est très peu, là. Ça, c'est très peu. Est-ce que ce véhicule-là, pourtant, n'avait rien d'anormal? Puis on a même un modèle qui n'a pas été capable de prendre la recharge rapide du tout. Okay. Donc, celui-là, on l'a disqualifié pour cette partie-là du test, malheureusement. Mais en général, là, quand même, en 15 minutes, on va aller chercher un 80, un 100 km assez facilement, même l'hiver, avec des véhicules qui sont à 10 donc, si on baisse plus que ça, ça se peut que la recharge soit beaucoup plus lente là, pendant les premiers pourcentages de la batterie. Donc, l'infrastructure est là, elle existe, les véhicules sont capables de le prendre, mais il y a des trucs pour pouvoir accélérer la recharge. Et le premier, là, c'est de préconditionner la batterie. Ça, pendant qu'on roule, quand on sait qu'on va aller faire une recharge rapide, il y a des modèles qui nous permettent d'aller dans le tableau de bord et de dire, là, je m'en vais charger dans une demi-heure, par exemple, je veux préconditionner ma batterie. Ça fait baisser l'autonomie un petit peu plus vite, mais ça accélère tellement la recharge que ça vient compenser. Il y a des modèles comme avec l'Ioniq 5 chez Hyundai où il faut aller dans le GPS puis trouver la borne de recharge où on veut aller faire justement, récupérer des kilomètres. Et là, ça va s'activer automatiquement. Okay. Puis il y a d'autres modèles qui ne la préconditionnent pas du tout, comme chez Ford notamment. Donc, il n'y a rien à faire. Là, on fait juste aller brancher le véhicule. Puis le véhicule va prendre qu'est-ce qu'il peut prendre. C'est ça. Donc, pour la liste complète, autant pour l'autonomie que pour la recharge, il faut aller consulter votre site. On va avoir toutes les informations. Ouais. Ça, c'est bien important de le faire. Ça, c'est dans un premier temps. Puis en terminant, Jesse, il faut... est-ce que l'industrie automobile ne devrait pas aussi donner l'autonomie hivernale? On ne devrait pas s'en aller vers cette norme-là pour éviter les surprises ou pour que l'acheteur puisse faire un achat en toute conscience de cause? Tout à fait. C'est notre souhait. Puis c'est un peu pour ça qu'on l'a fait aussi, ce test-là. On va essayer de le reprendre aussi, peut-être avec d'autres modèles, dans d'autres conditions. Mais on aimerait que le gouvernement canadien, donc Ressources naturelles Canada, que la loi oblige, en fait, les constructeurs à indiquer une cote d'autonomie hivernale, parce que ce n'est pas du tout la même chose. Et là, quand on magasine son véhicule électrique, on a un chiffre qui est affiché. Et dans le fond, là, quand on... Même en été, on le fait pas, le chiffre. Si on conduit avec un œuf en dessous du pied, puis qui vente, et tout ça, il y a moyen de le faire. Mais c'est sûr que si on roule 115, 120, puis qu'on accélère un petit peu au profit du moteur électrique, on le fera pas. L'hiver, mais en fait, on sait qu'on le fera probablement pas s'il y a du froid. Là, on a eu des preuves, on l'a vraiment testé.
mais on aimerait que cette cote-là soit affichée. Et comme ça, les gens qui magasinent un véhicule électrique n'auraient pas besoin d'attendre l'hiver, puis là, d'arriver là, puis de constater, bien oui, d'avoir des surprises. Donc, on espère qu'on aura une oreille de ce côté-là. La CAA travaille fort là-dessus. Bon, bien, on va suivre le dossier. On va vous appuyer dans ce dossier-là, Virage, parce que je pense que c'est vraiment important. Merci beaucoup, Jesse. Merci à toi, Daniel. Alors, voilà, on s'arrête à Virage et on va. Nous sommes de retour, c'est maintenant le temps des nouvelles de l'industrie. Alors, Marc, comme tu ne pouvais pas être en studio, on a profité du Salon de l'Auto pour pouvoir faire ton bloc de nouvelles de l'industrie. On commence avec quoi? On commence avec Kia, en fait. Parce que Kia, au cours des derniers jours, a profité d'une grande présentation en Espagne. Ils ont appelé ça les EV Days. Donc, une journée vraiment de présentation de nouveautés en matière d'électrification. Et il y a plusieurs trucs qui sont plutôt intéressants. Et malheureusement, pas tous des trucs qui vont venir chez nous. Oui, c'est ça. Le premier, en fait, c'est le EV2. Écoute, quand on regarde le petit EV2, c'est un petit VUS tout à fait charmant, qui serait un concurrent idéal, je te dirais, au Hyundai Venue, par exemple, ou, rappelle-toi, au VF3 de VinFast. Oui, celui qu'on n'a jamais vu, mais qui était vraiment... On a trouvé vraiment cute à Montréal. Exactement. Alors, on est un peu dans le même format. Véhicule électrique, bien entendu, citadin, mais on a dit qu'il serait confirmé en Europe, mais il n'y a rien d'annoncé pour l'Amérique du Nord, sinon que les chances sont extrêmement minces qu'il se déplace jusque chez nous. Par contre, ce qu'il faut regarder de ce véhicule, peut-être arrivera-t-il pas ici, mais le design intérieur-extérieur, là, on peut avoir une bonne idée de qu'est-ce qui s'en vient du côté design chez Kia. Exactement. Et c'est aussi le cas du EV4. Mais ça, on va l'avoir chez nous, le EV4. Sauf que, écoute, ça va te faire plaisir, c'est ni un VUS, ni un multisegment. C'est une espèce de berline qui va être disponible notamment avec une version à haillons, donc version hatchback traditionnelle. Écoute, c'est la même plateforme que le EV3, le EV5, le EV6, le EV9, la fameuse plateforme EGMP du côté de chez Kia Hyundai. C'est celle qu'on utilise. Il y a deux choix de batterie, 58,3 kWh ou 81,4 kWh. On n'a pas les autonomies selon l'EPA, donc selon la norme nord-américaine, mais on l'a par rapport à l'Europe, c'est 430 ou 630. Donc, on peut facilement penser 360 puis 450 à peu près, là. Kilomètres d'autonomie, puis on vise la clientèle, en tout cas, en dimension, on vise la Tesla 3, là, genre. Exactement. C'est une compétitrice. C'est un véhicule 201 chevaux, 0-100 7,4 secondes. C'est ce qui est prévu. Une recharge 10 à 80 en 31 minutes sur des bornes de recharge rapide jusqu'à 180 kW. Donc, c'est quand même intéressant. Et bien sûr, ce qui a fait beaucoup jaser du côté de Hyundai, puis on s'en sert beaucoup, c'est la fameuse la capacité d'aller chercher de l'électricité dans la batterie pour l'utiliser à l'extérieur, te préparer un café ou autrement en camping notamment. Donc, évidemment, ça, c'est encore le cas. Mais le véhicule probablement le plus intéressant de toute la présentation, c'est le PV5. Pourquoi le PV5? Parce qu'en fait, c'est un fourgon minivan, on ne sait pas trop comment l'appeler parce qu'on a présenté toutes sortes de déclinaisons. Déclinaisons passagers, exactement comme une minivan chez nous avec des portières coulissantes. On a une version qui est une version cargo pure et dure. On a une version qui est même pour handicapés avec une rampe électrique amovible. Version adaptée, c'est bien. C'est vraiment très, très bien. C'est un véhicule familial 3 rangées, 5100 litres d'espace, évidemment, quand toutes les banquettes sont rabaissées. Donc, on est vraiment dans un véhicule qui aurait toutes les capacités. On a confirmé que le PV5 serait vendu en Amérique du Nord. Ce que l'on ne sait pas, c'est sous quelle forme. Est-ce qu'il va être électrique? Est-ce qu'il va y avoir une hybridation? On ne le sait pas encore. Pour le moment, on dit que le PV5 va être 100 électrique. Ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que ce sera uniquement la version cargo ou ça va être la version passager? Ça, c'est la grande question à laquelle on n'a pas répondu. Parce qu'on sait que Kia... Pourquoi pas les deux? Bien, Kia est actuellement en train de se développer une gamme de véhicules commerciaux assez importante en Europe. Et je pense qu'on voudrait commencer à percer ce marché-là chez nous, aller lutter, entre autres, contre les e-transit et autres de ce monde. Bien, ce serait le fun de les avoir parce que GM avait lancé une gamme de produits qu'on n'a pas eu. Nissan, la même affaire, ça n'a pas eu vraiment de succès. Donc, Volkswagen en a en Europe. On a beaucoup de véhicules commerciaux qu'on n'a pas ici. Le ID Buzz en Europe est vendu en version cargo sans problème. Donc, oui, effectivement, ça pourrait être intéressant. Dans les autres nouvelles qui vont te faire grincer des dents, Ford
vient d'enregistrer un nouveau nom, la Mustang Mach-4. Non, bon. La Mach-4. Écoute, ce qu'on dit, c'est que ce serait une version 4 portes de la Mustang. Une berline. Et ce qui fait dire que ça pourrait être possible, c'est qu'en janvier dernier, Jim Farley, le grand patron de Ford, avait parlé aux gens de Top Gear et leur avait dit « Oui, ça s'en vient. Ça et une nouvelle version Shelby, Shelby 2026 et une version berline. » Écoute, évidemment, on n'a rien vu, on n'a rien entendu de te confirmer là-dessus. Mais je sais à quel point tu aimes les déclinaisons du même nom. Bien, puis, c'est quoi ma part? Non? C'est qu'on arrive avec une motorisation à essence. C'est C'est sûr. probablement qu'on va l'offrir non pas seulement en version électrique, mais aussi en version à essence. Donc, on veut décliner encore et utiliser le nom Mustang. Ils veulent en faire une Moi, famille, ça- en fait. C'est l'idée. Oui, ils veulent là. en faire une famille, mais est-ce que c'est nécessaire? Mais écoute, quand Tu sais, tu vois... le véhicule, encore une fois, le Mach-E qui est là, la Mustang Mach-E qui est là présentement, le véhicule est extraordinaire. J'ai rien contre. Le nom, l'inspiration design, c'est correct. Mais qu'on pousse pas le bouchon trop loin, s'il vous plaît, qu'on pousse pas le Non, bouchon. je t'avoue que même moi, le Mach-4, je commence à trouver que c'est tiré par les cheveux un peu. Pour une fois, on est d'accord. Une étude qui a été faite, ça, je trouve ça très intéressant. C'est un site américain qui s'appelle iSeeker. Ils ont pris 700 000 annonces de voitures d'occasion. Ils ont pris les relevés d'odomètres un peu partout et ils ont essayé de regarder quelles étaient les meilleures valeurs pour un véhicule d'occasion de 5 ans et de 10 ans. Non seulement en termes de coût d'achat comme tel, mais en termes de durabilité après. Combien de temps après 5 ans tu penses pouvoir garder ta voiture, puis combien elle va te revenir par année? Écoute, c'est surprenant. On dit qu'en moyenne, c'est en US par exemple, mais on dit qu'en moyenne, un acheteur qui achète un véhicule de 5 ans va payer 26 000 US. Quand même. Ce qui est quand même... Et qui est la grande gagnante? La moins chère et celle qui est la plus durable? La Honda Fit. Ah On oui? dit qu'une Honda Fit de 5 ans coûterait 18 336 et qu'elle serait encore valable pour 11,6 années, soit un coût d'à peu près 1 583 par année. La deuxième, la Passat, Ah oui? qui coûterait, elle, 1 845 par année. Après ça, tu as la Buick encore et la Kia Rio 5, qui sont aussi parmi les meilleures valeurs. Évidemment, on a aussi regardé d'autres catégories que les berlines. On arrive entre autres avec les camionnettes et les VUS. Camionnettes, Nissan Frontier numéro 1, Oui, ça me surprend pas. avec un prix moyen de 23 000 Plus populaire dans le véhicule d'occasion que dans le neuf, ce véhicule-là. Oui, bien, un prix moyen de 23 000 et une durée de vie possible de 9 ans encore après 5 ans quand même. C'est intéressant. Après ça, Colorado, Canyon et Toyota Tacoma qui suivent dans l'ordre. Tu vas aux 10 ans, c'est la même chose. Frontier, Colorado, Canyon, Tacoma, c'est exactement le même classement. Au niveau des VUS, bien, écoute, là, c'est particulier. Buick encore, Mitsubishi Outlander Sport, c'est le RVH chez nous. Ouais. Le CR-V et le Outlander sont les 4 gagnants au niveau des voitures de 5 ans. Au niveau de 10 ans, et ça m'a jeté à terre. Buick encore, ça va. Jeep Compass, ça ouais? m'a surpris. Mazda CX-9, Infiniti QX60 et le Volvo XC60. Wow. Alors, c'est Il y vraiment, a vraiment des- surprenant. Oui, il y a des modèles surprenants là-dedans. Alors, moi, j'ai été très étonné. Deux dernières petites nouvelles. Ouais. Maserati, est-ce que Maserati va survivre? Pas non. sûr. La réponse est non, parce que là, on vient de... On vient de le couper. On vient de couper une usine, on vient de couper des investissements majeurs dans la recherche et le développement. Si ça demeure, ça va être des voitures qu'on va tout simplement prendre ailleurs Rebadger. et remettre le logo Maserati dessus. Écoute, on vient de couper 1,5 milliard d'investissements. Ça compromet non seulement le renouvellement de ceux qu'on avait déjà, mais en plus, la MC20 Folgore, qui est la version électrique, le projet Fini. c'est à la glace. Alors, est-ce que ça va survivre? J'ai un doute. Mais ça vient de confirmer probablement la survie d'Alfa Romeo. Oui, exactement. Parce qu'on n'avait pas besoin des deux divisions haut de gamme. Déjà qu'on investit chez Fiat, on voulait quand même couper un peu dans les divisions. Moi, je pense qu'il n'y a pas seulement dans le côté Stellantis, bien, Chrysler qu'on va couper, mais de l'autre côté aussi, on va couper. Donc, je pense vraiment qu'on n'avait pas... On ne voulait pas garder deux divisions ultra haut de gamme, surtout que Ferrari, on pense que c'est à part. Oui. Donc, je pense que ça va vouloir dire qu'on va prendre les modèles, on va les envoyer chez Alfa Romeo, parce que depuis 10 ans, on s'en occupe pas Non, du ça, côté on a rien d'Alfa fait, là. Romeo. Fait que là, il faut s'en occuper, il faut amener des modèles, il faut amener de la diversité. Puis je pense que le Maserati, on a dit on va arrêter d'investir dans ce produit-là. Effectivement. Dernière petite nouvelle. Oui? Comme on manque de pick-up en Amérique,
on est en train d'étudier la possibilité de faire un Ford Ranger Super Duty. Oui. Ouais, écoute, pour le moment, on va le dire, il est en développement uniquement en Australie. La particularité, on parle vraiment d'un véhicule qui aurait des capacités de remorquage rehaussées, près de 10 000 livres. Camion. On est vraiment dans un petit camion avec des grandes capacités. Évidemment, je l'ai dit, c'est pour le moment pour le marché australien. Aucune preuve que ça va venir en Amérique du Nord. Mais je gagerais bien un vieux 2 que ça va finir par apparaître, c'est listes chez Ford. Est-ce qu'on a besoin de ça? Parce que le prix on a besoin va du être... Ranger. Ben, c'est avec le Maverick, de moins en moins. Là. Exactement. Donc, mais dans une version Super Duty, parce que si on nous donne une capacité de remorquage de près de 10 000 livres, on va remorquer 12 000 avec. Tu sais comment les gens sont. On le fait avec le F-150. Fait on arrive dans les capacités de remorquage du F-150. Alors, et on va arriver dans les prix du F-150 C'est surtout la facture. aussi. Moi, ça va être à 70 000 un Ranger Super Duty. Alors, est-ce que ça vaut la peine? Probablement pas, mais les Australiens sont fans de leur Ranger, alors on peut comprendre qu'eux autres en ont voulu. Bien, le seul avantage, c'est la dimension du camion qui passe un petit peu plus par. Exactement. Merci beaucoup, Marc. Ça fait plaisir. Alors, on s'arrête et on revient, restez là. Ce segment est une présentation du réseau des garages recommandés CAA Québec et de B-Lepage Autoservice. Visitez caaquebec.com pour trouver votre garage. Nous sommes de retour à Virage. Si vous voulez nous envoyer vos questions, commentaires, 670-9078, poste 230 ou encore virage.telmac.tv ou notre Facebook. C'est les façons de nous rejoindre, nous poser vos questions. Jacques, on y va immédiatement avec M. Clément qui veut un Ford Escape 9. Il demande est-ce que je devrais prendre la version hybride. Je voudrais le garder 7-8 ans. Beau petit Ford Escape. Ils vont bien. Je sais qu'au salon, on a eu l'occasion de voir des gens qui en avaient, ces véhicules-là, qui nous disaient comment qu'ils les aimaient. Je n'étais pas porté à suggérer à ces gens-là de prendre ça hybride, mais on me dit qu'ils ont une économie qui est substantielle puis qui est intéressante et ça n'a rien enlevé au véhicule. Au contraire, ça l'a ajouté quelque chose de plus. Moi, je trouvais de dire qu'à partir d'aujourd'hui, de suite à ça, quand on a des commentaires des clients comme ça directement, bien, ça me rassure. Je me dit, bien, c'est ça. Tu veux avoir un véhicule semblable, vas-y. Amusez-vous, beau petit véhicule, Il est beau. Ford Escape. Si vous pouvez permettre l'hybride, c'est un véhicule qui va vous donner plus d'économie. Puis le système de Ford hybride fonctionne bien, puis il est fiable depuis fort longtemps. 6-7 ans, Il va être encore neuf. 6-7 ans, c'est avant que Les problèmes tombées là, arrivent. Puis, ouais. OK. Monsieur Saint-Pierre dit, je regarde pour... Hey, c'est rare ça, Jacques. Un Lexus LS 500. Hein? Donc, c'est un V6 3.5, 400 quelques chevaux, transmission 10 vitesses. C'est pour du long terme. Vous allez pouvoir le garder 20 ans. Si vous l'entretenez, je pense qu'il n'y aura pas de problème du côté de la LS. Voiture de grand luxe. Je ne sais pas si Lexus vont garder encore longtemps, ce véhicule-là, mais... Voiture de confort. C'est le summum. Oui, voiture de confort. Il faut aller voir une classe S, probablement un peu plus chère, ou une série 7 chez BM pour avoir de l'équivalent. Moi, rendu à acheter un véhicule... là, C'est une limousine. C'est ça. C'est un véhicule très rare, mais qui est super agréable, super confortable. Simon veut savoir une Mazda CX-5 qui l'intéresse. Bon, il dit, est-ce que ça va changer et est-ce que le CX-5 va arriver hybride? Parce que là, c'est le CX-50 qui est hybride avec le système Toyota. Oui. Là, on s'en va dans quelle direction? Le CX-5 est en fin de vie. Là. On va annoncer un nouveau CX-5 très bientôt. Moi, je m'attendais à ce que quelque part ici au printemps, au plus tard cet été, on va voir le nouveau CX-5. Là, apparemment, ça va être autour de septembre-octobre. Septembre-octobre. Ouais, et qu'il y aurait fort probablement des systèmes hybrides qui est monté à bord. Alors, à ce moment-là, ce sera pour le nouveau modèle de CX-5. Parce que le modèle CX-5 qu'il y a là, quelqu'un qui veut, là, c'est fort probablement le temps. Il va s'en va vers un CX-50 qui a le système Toyota monté à bord, qui fait quand même un bon travail. Ils ont des prix intéressants sur ces véhicules-là. Puis la carrosserie, c'est peut-être la meilleure carrosserie qu'il n'y a pas eu pour couvrir tout ce système électronique-là qui est, selon moi, supérieur à ce que Toyota fait. C'est là que je m'en allais. Le CX-5 est à point. C'est en fin de vie, mais c'est le meilleur CX-5 qu'il n'y a jamais eu. Absolument. Donc, construction,
durabilité au niveau du moteur, tout fonctionne bien à l'intérieur, il est sans problème et le prix est là. Donc, il y a un bon prix. C'est certain que le prochain, pouf, ils vont nous grimper le prix encore une fois, comme c'est le cas avec tous les nouveaux produits. J'espère que non, mais on verra rendu là. Alors, oui, le CX-5, allez-y, puis il va changer bientôt, effectivement. Marie, elle regarde pour une Mach-E et notre choix à cause du style, du prix pour 4 ans. Est-ce que les subventions vont revenir? Bien là, ça, c'est un autre dossier, les subventions, là, parce qu'on est rendu quand même mi-mars. Rien d'annoncé au moment d'enregistrer l'émission. On n'a pas rien d'annoncé encore. Et il n'y a rien d'annoncé, puis il n'y a rien qui s'annonce non plus, dans le sens que il y a tellement de choses qui se passent là, un peu partout à travers le monde que les gouvernements ne savent pas comment est-ce qu'ils vont laisser aller davantage d'argent pour... moi, je pense que les manufacturiers vont décider de faire un pas en avant puis d'aller ils vont attendre de voir c'est quoi qu'ils vont faire. Parce que là, ils disent le 1er avril, on va annoncer quelque chose. Mais 1er avril, si les subventions sont en vigueur le 1er avril, tu dois l'annoncer à mi-mars pour que les gens aient magasiné, commandent leur véhicule, signent leur véhicule, prendre possession au début du mois d'avril, restimuler un peu le marché du véhicule électrique qui est mort. Et c'est normal. On attend de savoir s'il va y avoir des subventions. Tu ne veux pas payer 4 000, 2 000, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont mettre comme rabais, mais on doit se décider le plus vite possible. En tout cas, c'est à suivre en bataille, ça, là. Hein, parce que tout le monde est inquiète de ça. Pas inquiète, mais tu sais... On a stimulé avant les fêtes le marché du véhicule électrique parce qu'on avait les subventions, puis on savait que les subventions allaient être coupées le 1er janvier. Les gens se sont dépêchés pour avoir plein de subventions. En plein milieu, et là, on annonce que c'est fini. Donc, on a créé beaucoup de ventes, puis là, on a créé un marché complètement mort avec l'incertitude. Puis il n'y a rien de pire que l'incertitude. Donne-nous des règles, on va jouer avec les règles en place, on va s'ajuster avec les règles en place. Mais quand tu ne sais pas quelles sont les règles, personne ne bouge. Bien, s'ils nous disent que c'est fini, tu sais quoi? C'est ça, comme tu dis. Tu sais à quoi t'en tenir. Je sais qu'ils font pas si pitié que ça, là, les concessionnaires, mais ils ont beaucoup de véhicules électriques que pendant 2 mois, sont obligés de payer de l'intérêt sur tout l'inventaire. C'est le temps d'aller magasiner. C'est des véhicules à presque 100 000. Magasiner, 60, 70 000. Tous des véhicules de ce prix-là. Alors, ça commence à faire et à être cher. Bon, il y avait plusieurs questions. On va en garder pour la semaine prochaine. Merci de nous avoir posé vos questions. Merci, Jacques. Plaisir. On se voit la semaine prochaine. Oui. Alors voilà, c'est déjà tout au virage. On se donne rendez-vous mardi soir prochain, 21h30, pour un autre virage. Bonne semaine.